Joe Valachi, tueur à gages de la mafia, est le premier à avoir osé défier l'omerta, la loi du silence. C'est lui qui, pour la première fois, a révélé l'expression « la Cosa Nostra ». C'est également lui qui a dévoilé tout l'organigramme du crime organisé, ainsi que sa structure, ses rituels et ses secrets. C'était la première fois que l'on découvrait ce qui se cachait dans l'ombre de la mafia. Il a été le premier à parler des assassinats commandités par la mafia. Il savait même où trouver les corps. Vous vivez par les armes et par la lame. Et vous mourrez par les armes et par la lame. Il est celui qui va lever le voile sur un empire secret au chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars. Ces révélations vont avoir un impact dramatique sur la bataille que se livrent la mafia et le FBI. En 1962, Joe Valachi, 58 ans, purge une peine de 15 ans de prison pour trafic d'héroïne dans le pénitencier d'État d'Atlanta. Don Vito Genovese y est également incarcéré. C'est le parrain de l'une des familles du crime organisé les plus redoutées d'Amérique. Valachi connaissait bien Don Genovese pour avoir servi sous ses ordres. Il pensait être dans ses bonnes grâces. C'était sans compter sur la paranoïa de Genovese. Le parrain fait en sorte que Joe Valachi devienne son compagnon de cellule. Craint à la fois par les détenus et l'administration pénitentiaire, il en a le pouvoir. Mais Joe Valachi se méfie, et il a de bonnes raisons. Don Genovese pense qu'il l'a balancé aux fédéraux en échange d'une remise de peine. Un soir, le parrain s'adresse à lui. Imagine un panier rempli de pommes. Dans ce panier, il y a une pomme pourrie. Il faut la retirer au plus vite. Si on ne le fait pas, toutes les autres pommes vont être pourries. Genovese s'approche ensuite de Valachi et l'embrasse sur la joue. Pour un mafieux, c'est le baiser de la mort. Il indique ainsi à son co-détenu qu'il est la pomme à éliminer. Joe Valachi savait ce que ça signifiait. Il allait être abattu d'un moment à l'autre. Vito Genovese allait le faire exécuter. Terrifié, Valachi considère tous les détenus comme une menace. Le matin du 22 juin 1962, alors qu'il se trouve dans la cour de promenade, 3 prisonniers s'avancent vers lui. Persuadés qu'ils ont été envoyés par Genovese, ils ramassent un tuyau métallique laissé par des ouvriers et se préparent à se défendre. À cet instant, un autre détenu approche. Valachi passe à l'action. Sa victime est John Joseph Soap, un petit escroc sans aucun lien avec la mafia.
Il vient de tuer la mauvaise personne. Il risque désormais la peine de mort. Il était pris au piège, sans aucun moyen de s'en sortir. Alors il a fait savoir aux autorités fédérales qu'il voulait parler et qu'il serait bavard. Pour sauver sa peau, Valachi est prêt à dire tout ce qu'il sait sur la mafia à la commission d'enquête du ministère de la Justice. C'est l'occasion dont Robert Kennedy, le procureur général qui a fondé cette unité, osait à peine rêver. Depuis qu'il a été nommé à ce poste en 1961, il mène une lutte acharnée contre le crime organisé. Mais il n'a encore jamais réussi à infiltrer l'un des clans mafieux sévissant aux États-Unis. Pour la première fois de l'histoire de la mafia, un initié allait parler. Robert Kennedy propose un marché à Joe Valachi. Il lui permet de plaider coupable d'homicide sans préméditation, ce qui lui évite la peine de mort, en échange de tout ce qu'il sait sur la mafia. Le 17 juillet 1962, Valachi est conduit dans le plus grand secret à la prison du comté de Westchester, tout près de New York. Il y est incarcéré sous le nom de Joseph de Marcona et placé à l'isolement. James Flynn, agent du FBI, est le premier à l'interroger afin d'estimer le potentiel de ses révélations. Flynn n'y est pas allé par 4 chemins. Il a dit à Valachi, soit vous nous donnez des informations intéressantes pour nous, soit notre accord ne tient pas. Le FBI a entendu l'expression Cosa Nostra lors d'une écoute. Mais les enquêteurs ne sont pas parvenus à établir si elle désigne un clan mafieux ou la mafia en général. Afin de pousser Valachi à parler, James Flynn emploie une ruse. Il a bluffé. Il a dit à Valachi, on sait déjà pas mal de choses sur la Cosa Nostra. Joe Valachi tombe dans le panneau. Il croit que le FBI est déjà bien informé et commence à parler. C'est là qu'on a compris pour la première fois ce que ça signifiait. Notre chose, nos affaires. Valachi révèle que le terme mafia n'est jamais utilisé. L'enquêteur pousse Valachi à donner des informations concrètes. Le FBI ne connaissait que la pointe immergée de l'iceberg. L'organisation de la mafia restait un mystère. Le repenti est de plus en plus loquace. Joe Valachi savait qu'il avait tout intérêt à donner des informations sérieuses et complètes pour que le marché avec le ministère de la Justice tienne. Il fallait qu'il dévoile absolument tout ce qu'un soldat de la mafia qui a servi aussi longtemps que lui peut savoir. C'est là qu'il s'est véritablement mis à table. Valachi se met à révéler la structure organisationnelle de la mafia. Grâce à ces informations, Flynn peut enfin comprendre que la Cosa Nostra se divise en familles unies. Chacune a son chef. Son sous-chef,
ses lieutenants et ses soldats. Pour le FBI et pour pas mal de monde, c'était la pierre de Rosette. Grâce à Valachi, tous les secrets et les hiéroglyphes devenaient compréhensibles. Joe Valachi raconte que les familles sont implantées sur tout le territoire américain. Il dévoile ensuite un panorama précis de toutes les activités menées par l'organisation. Pendant tout l'été de l'année 1962, James Flynn va interroger le repenti 4 jours par semaine. Chaque interrogatoire dure en moyenne 3 heures. Passé cette durée, Valachi devient trop irritable pour continuer. L'enquêteur réalise que sa plus grande peur est de ne jamais pouvoir échapper à Don Genovese. Aucun jour ne passe sans qu'il fasse référence à son ancien parrain. Sa peur est telle qu'il se décourage régulièrement en se croyant condamné. À quoi ça sert que je continue? Tout le monde s'en fiche. Personne ne va me croire, vous comprenez? C'est la Cosa Nostra. C'est comme un second gouvernement, c'est trop gros. Je suis déjà mort, et je le sais. Valachi a raison de craindre pour sa vie. D'après des sources du FBI, les membres de la famille dirigée par Don Genovese le recherchent activement. Depuis sa cellule, le parrain a mis sa tête à prix à 100 000 $. Et les mafieux savent qu'il est incarcéré près de New York. Afin de protéger leurs précieux informateurs, les enquêteurs fédéraux décident de le mettre à l'abri dans une base militaire hautement sécurisée, à Fort Monmouth, dans le New Jersey. Au printemps 1963, Joe Valachi déclare qu'il souhaite dévoiler au grand public les secrets de la mafia, qu'il accuse d'avoir gâché sa vie. Robert Kennedy savait très bien les effets que pourraient avoir sur le grand public de telles révélations sur la mafia. Mais le procureur général doute de la crédibilité du repenti. Après tout, pendant 30 ans, il a servi la mafia avec conviction. Si l'on en croit le ministère de la Justice, il se serait rendu coupable de 33 assassinats au moins. Et s'il parle, c'est pour sauver sa vie. Comment être sûr qu'il raconte bien la vérité ? Le FBI décide alors de le mettre à l'épreuve. Au cours de ses interrogatoires, James Flynn a recueilli certains éléments auprès de la police de New York. Depuis une trentaine d'années, la brigade criminelle peine à résoudre un certain nombre d'homicides suspectés d'avoir été perpétrés en lien avec une guerre de clans de la mafia. En se basant sur les déclarations de Valachi, les enquêteurs ont rouvert les dossiers en question un à un. Ils ont ainsi cherché à étayer les affirmations fournies par le repenti. Ils établissent alors que tout ce que leur indicateur leur a fourni concernant ces meurtres, y compris les dates, les lieux et les circonstances,
Concorde. Maintenant que le FBI est convaincu de sa fiabilité, ils peuvent le préparer à témoigner. En septembre 1963, Joe Valachi est conduit à Washington pour être entendu par une commission sénatoriale anti-crime organisé. Pendant les 15 premiers jours d'octobre, il va devenir un témoin clé en étayant largement les accusations portées contre la mafia. Les audiences sont diffusées à la télévision et deviennent un événement national. Les États-Unis sont un pays jeune. Nous n'avons pas de mythologie comme d'autres nations. Nous avons les cow-boys, les Indiens et les mafieux. Ces retransmissions télévisées des témoignages de Valachi étaient perçues par le grand public comme un film policier. Ça relevait de la fiction. Les gens étaient fascinés par ce qu'ils voyaient. Le crime organisé américain reçoit une publicité bien gênante alors que la commission sénatoriale apporte toute la lumière sur une série de crimes. Le sénateur de l'Arkansas, John McClellan, mène les débats et le procureur général, Robert Kennedy, dresse un portrait au vitriol de la Cosa Nostra ou mafia. Il l'a décrit comme un gouvernement parallèle basé sur le jeu, la drogue, la corruption, l'extorsion, le racket et le contrôle de certains syndicats. Autant d'activités rapportant des fortunes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous allons entendre ce matin le témoignage de Joe Valachi. Nous sommes déterminés à développer la moindre facette de ces déclarations et à aller aussi loin que possible. Quelles sont les motivations qui le poussent à parler, selon vous? Il semble qu'il témoigne de sa propre volonté. Il souhaite sauter un poids de la poitrine et se montrer pleinement coopératif. Est-ce qu'il semble inquiet? Je ne dirais pas ça, non. Étant donné les circonstances, je pense qu'il est légitimement stressé et tendu, mais il n'en reste pas moins un excellent témoin. N'avez-vous pas le sentiment qu'il en tire une certaine jouissance? Aucun commentaire à ce sujet. Au fil des audiences, la question finit par tomber. Pourquoi avoir tué un autre détenu à Atlanta? Qu'est-ce qui vous a poussé à lui ôter la vie à cet instant? Parce que j'avais vu qu'il s'approchait de moi. En d'autres termes, j'ai eu le sentiment que ma dernière heure arrivait, monsieur. J'ai cru que c'était mon dernier jour. Votre dernier jour de quoi? Mon dernier jour de vie. Vous pensiez pouvoir arrêter tous les individus qui voudraient vous tuer? J'imagine, oui. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je ne l'avais pas vu. Je ne peux pas vous dire comment j'aurais réagi. En d'autres termes, vous vous sentiez acculé et vous avez décidé d'agir quand vous le pouviez. Eh bien, quand je l'ai vu, oui. Vous pensiez que si vous ne le tuiez pas, c'est lui qui allait vous tuer. Je me suis senti soulagé. Vous étiez soulagé? Malgré le charivari qui entoure les diffusions des audiences, ce témoignage rappelle que Joe Valachi est bien un meurtrier au sang-froid. Le véritable interrogatoire commence. Quand êtes-vous entré dans cette organisation? En 1930. En 1930. Comment s'appelle-t-elle? En italien, Cosa Nostra. Cosa Nostra en italien.
Oui, notre chose, si vous préférez. Ce qui signifie notre chose. Il révèle dans quelles circonstances il a rejoint la mafia. Joe Valachi entraîne la commission avec lui dans les bas-fonds de New York du début du XXe siècle. Ses parents, venus de Naples, ont eu 17 enfants. Seuls 6 ont survécu. À 18 ans, il devient un volant, c'est-à-dire chauffeur pour un gang célèbre, les Minutemen. Entre 1919 et 1923, ces hommes brisaient les vitrines de bijouterie et autres boutiques pour dérober leurs marchandises et prenaient la fuite avant l'arrivée des policiers. Jusqu'au jour où le gang est arrêté. Valachi est enfermé dans la fameuse prison de Sing Sing, sur les rives de l'Hudson. C'est là, à 21 ans, qu'il fait la connaissance d'un gangster du nom d'Alessandro Volero. Et c'est également à Sing Sing qu'il va entendre pour la première fois parler d'une organisation secrète, la Cosa Nostra. Il était déterminé à y entrer. Je vais vous parler de mon cas. Au fil des années, je me suis fait une réputation. J'étais reconnu comme étant un très bon volant. Des mafieux ont demandé mes services, mais j'ai toujours refusé. Le repenti explique à la commission comment il a fini par accepter de faire le chauffeur pour l'un des parrains les plus redoutés de l'époque, Salvatore Maranzano. C'était en 1929. Maranzano était pris dans une lutte sans merci avec son rival, Giuseppe Masseria. Joe Valachi fait alors savoir au parrain qu'il veut entrer sous ses ordres. Maranzano lui demande de prendre le volant lors de l'exécution d'un contrat à l'encontre d'un lieutenant de Masseria. Peu de temps après, Valachi reçoit un appel. Il va être affranchi. Il sera bientôt un soldat de la mafia. Le témoin révèle alors à la commission les rituels de sa cérémonie d'initiation. Il déclare avoir été conduit dans une maison située à une centaine de kilomètres de New York, en pleine campagne. À son arrivée, il se retrouve parmi une trentaine de personnes autour d'une table. C'est son chef, Don Salvatore Maranzano, qui conduit l'initiation. Et là, il a raconté tout ce qui s'est passé. Le code, l'omerta. Une fois que l'on est entré, on ne peut plus sortir. Vous devez soit rapporter de l'argent, soit devenir un assassin. D'ailleurs, il faut avoir tué au moins une personne pour devenir un affranchi. Joe Valachi révèle ensuite les secrets de la cérémonie rituelle du sang et du feu, qui scelle l'initiation de l'affranchi. Il y avait un poignard et un revolver sur la table. Il signifiait qu'en tant qu'affranchi, vous vivez par les armes et par la lame, et vous mourrez par les armes et par la lame. Vous compreniez à quoi vous vous engagiez à cet instant précis? Oui.
Qu'est-ce que vous avez compris? Que je risquais de mourir par les armes et par la lame. En d'autres termes, en prêtant serment, vous saviez qu'un jour vous risqueriez d'être abattu. Oui, Et vous avez tout de même continué. oui. Ensuite, le témoin raconte qu'il a dû former une coupelle avec ses mains. On y a placé une feuille de papier embrasée. Il lui a été demandé de faire passer la feuille d'une main à l'autre jusqu'à ce qu'elle brûle entièrement, comme il le serait s'il trahissait la Cosa Nostra. Valachi est ensuite présenté à celui qui le parraine et qui lui servira de mentor, Joe Bonanno. Ce dernier lui demande de tendre son index. Il le pique avec son épingle à cravate, puis fait de même et place son doigt contre le sien. Maranzano déclare alors qu'il fait partie de la famille. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est serré la main. Et à ce moment-là, ils ont tous dit quelque chose à l'unisson. Je ne me souviens pas quoi, mais c'était du sicilien. Vous savez ce que ça voulait dire? En fait, je n'ai jamais posé la question. Je ne me suis jamais demandé ce que ça signifiait. Étant donné le contexte et le type d'organisation, je dirais que c'était secondaire. Je m'en fichais. Vous vous en fichiez. Oui, je n'ai jamais cherché à savoir. Mais globalement, j'en avais une idée. Vous en aviez une idée, laquelle? Ça voulait dire qu'on était tous unis. Tous unis. C'est ça, oui. Nous sommes tous unis dans le vice et la vertu, à la vie et à la mort. Oui. Le témoin révèle comment cette organisation secrète a su rester dans l'ombre pendant si longtemps. Quiconque ouvrait sa bouche en payait le prix fort. La terreur a maintenu la discipline dans les rangs pendant 30 ans. Mais Joe Valachi a rompu ce silence pour toujours. Sénateur? Je peux ajouter quelque chose, sénateur? Oui. Quant au reste, je ne crois pas que je doive aller plus loin que j'ai déjà fait. Je n'irai pas au-delà de tout ce que j'ai déjà exposé à la presse et aux gens. Je l'emporterai dans ma tombe. En parlant, je brise un serment. Il y a des choses que je ne révélerai jamais. Je préfère m'arrêter là. Les mafieux étaient foudrages. Il leur était arrivé par le passé d'éliminer des témoins gênants, même en prison. Ils se sont dit que s'ils offraient suffisamment d'argent, quelqu'un finirait par le faire taire. Avec la prime de 100 000 $ offerte par Don Genovese sur la tête de Valachi, les risques d'assassinat, y compris pendant les audiences, sont forts. Vous pouvez nous en dire plus sur ces menaces? Nous avons reçu ce week-end des informations émanant du FBI. Un appel anonyme aurait signalé la présence d'une bombe à l'intérieur de ce bâtiment ce matin même. Il se pourrait également que nous ayons affaire à une ou plusieurs personnes armées essayant d'attenter à la vie du témoin. Quelles précautions avez-vous pris? Je ne pense pas qu'il soit prudent d'en parler. Est-ce que le témoin est au courant? Non. Selon des informations qui circulent, quelqu'un aurait eu l'intention de vous abattre ou de poser une bombe. Où est-ce que vous avez entendu ça? Qu'avez-vous pensé du match d'hier soir? Je n'y connais rien en sport. Que dites-vous de ces menaces? J'en dis rien du tout. Ça ne change rien à ma position. De toute façon, je suis sur la liste noire depuis le début. Vous voyez ce que je veux dire? La situation est la même.
La plupart des déclarations de Joe Valachi permettent d'établir l'organigramme de la mafia américaine. Il explique à la commission qu'il s'agit d'une hiérarchie bien huilée et qui a beaucoup évolué depuis les guerres de gangs qui faisaient rage dans les rues de New York au début du XXe siècle. Il évoque ensuite un entretien qu'il aurait eu en 1931 avec Salvatore Maranzano pour le contrôle de la mafia new-yorkaise. Il raconte que le parrain sicilien avait organisé la réunion de plus de 400 mafieux et qu'il avait redistribué les 5 quartiers de la ville à 5 familles différentes. Le Bronx, Brooklyn, Manhattan, le Queens et Staten Island. Valachi raconte alors que Maranzano se voyait comme leur chef absolu. Il voulait être le capo di tutti capi. Quiconque ne partageait pas cet avis serait tué. Un homme pourtant a manifesté son désaccord. C'est Lucky Luciano, l'homme qui a commandité l'assassinat de Maranzano. Luciano introduit alors une organisation plus démocratique de l'échiquier. Il élimine le statut de capo di tutti capi et crée la commission, sorte de directoire destiné à résoudre les problèmes internes. Cette nouvelle donne apporte la paix et la prospérité à la mafia. Joe Valachi donne alors les noms des parrains des 5 quartiers de New York. Vito Genovese, Carlo Gambino, Giuseppe Magliocco, Joseph Bonanno et Gaetano Lucchese. Ces 5 hommes, selon le témoin, sont à la tête d'une vaste organisation criminelle basée sur le jeu, la prostitution, le prêt sur gage, les stupéfiants et les participations à des sociétés légales. Combien de soldats un parrain peut-il avoir? Eh bien, Vito Genovese en avait autour de 450. 450. Oui, à peu près. Peut-être même 500. Le repenti fournit ensuite les noms de plus de 130 membres de la famille Genovese et identifie de nombreux membres des autres clans new-yorkais. Au total, la commission établit 289 fiches. Elles sont toutes présentées sur de grands panneaux. Joe Valachi a aidé le FBI à enfin comprendre un certain nombre d'éléments en leur possession. La plupart du temps, il n'avait réussi qu'à identifier des mafieux que par leur prénom. Parfois, il l'associait à une photo, mais leur véritable identité restait mystérieuse. Pour la première fois, les enquêteurs disposaient des véritables noms et prénoms de plusieurs gangsters. Le témoignage de Valachi a tenu toutes ses promesses. Et tout ce qu'il a déclaré s'est vérifié par la suite. Vous avez placé des étoiles sur tous les membres des 5 familles que vous avez identifiées, c'est bien ça? Oui. Ceux que vous n'avez pas identifiés, vous ne les connaissez que par leur surnom, c'est ça? C'est ça. Vous ne connaissez donc pas leur identité. Exact. Mais vous connaissez directement ceux que vous avez identifiés. Oui. Parfait. Joe Valachi a tout mis en lumière. Les familles, les identités des mafieux, l'organigramme précis de la mafia, du capo di tutti capi aux soldats. Certains restent cependant encore sceptiques quant à la véracité du témoignage.
comment un simple soldat au plus bas de l'échelle pouvait détenir autant d'informations sur les hautes sphères de la Cosa Nostra. Ce serait une erreur de croire que les soldats ne sont pas dans le secret. Ils ont tous un rôle capital dans la mafia. Leurs seuls supérieurs hiérarchiques sont leurs capots et leurs parrains. Le soldat est quelqu'un qui occupe déjà un rang élevé dans le crime organisé. Ils sont détenteurs de l'ensemble des secrets de leur organisation. Ils doivent connaître tous les autres mafieux, dans la mesure où ils n'auraient pas le droit de s'en prendre à leur vie, même s'ils y étaient contraints. Il était donc nécessaire qu'ils en sachent beaucoup. Puis le témoin fait des révélations au sujet de Don Genovese. Vous êtes peut-être en mesure de nous expliquer à quel point cet individu était craint. Il semble que Genovese ait régné en maître sur sa famille et ses soldats, non? J'ai eu l'occasion d'être témoin du pouvoir de Vito. Non seulement il contrôle sa famille, mais il contrôlait également celle des Gambino et celle des Lucchese. En clair, sa parole faisait figure de loi, c'est bien ça. Exactement. Prononçait-il des sentences de mort? Il faisait exécuter des gens qui l'avaient trahi ou qui avaient parlé d'une façon ou d'une autre. Il les faisait exécuter? Oui, Vous en avez été témoin? absolument. Joe Valachi est un témoin inestimable. Il confirme que la Cosa Nostra est la mafia. Il en dévoile toute la structure, les rituels et les secrets, et décrit l'organigramme tout entier de la pègre new-yorkaise. Il révèle les détails les plus sordides de son histoire. Et surtout, il permet au FBI de désigner des objectifs à cibler en priorité. En 1963, l'antenne new-yorkaise de l'agence fédérale fait passer les effectifs de ses enquêteurs spécialisés dans le crime organisé de 4 à 140. L'année suivante, les fédéraux utilisent des micro-espions pour faire tomber le leader du syndicat des camionneurs, Jimmy Hoffa, lié à la mafia de Détroit. Il est condamné à 8 ans de prison. Pour le FBI, la surveillance électronique est l'arme absolue contre le crime organisé. Au début des années 70, quand je suis arrivé dans l'unité anticriminalité organisée, nous réalisions un grand nombre d'écoutes téléphoniques pour une enquête sur un vaste réseau de jeux clandestins contrôlé par la mafia. Ça nous a permis de donner un vaste coup de filet, de fermer un grand nombre de cercles de jeux et de priver la mafia d'une très grosse source de revenus. Grâce aux révélations du repenti, le FBI prend enfin une nette avance face à la mafia. Mais pour Robert Kennedy, le procureur général, ce n'est que le commencement. Les confessions de Giuseppe Valachi et d'autres individus arrêtés lors des nombreuses opérations réalisées à travers tout le pays nous ont aidés à comprendre le fonctionnement du système mafieux.
Valachi est celui qui a porté le premier coup à la mafia américaine. Et s'il n'a pas été fatal, il a été terrible à encaisser. Sans lui, ce travail aurait pu prendre 15 ou 20 ans de plus. Il n'y a eu aucun autre repenti comme lui. Même s'il n'était qu'au premier échelon de l'organisation, il en savait assez pour que le grand public prenne conscience de la dangerosité de la mafia. À l'issue de ces déclarations, Joe Valachi retourne en prison afin de purger sa peine. Il reste au pénitencier du District of Columbia à Washington. Le procureur estime qu'il se peut qu'il ait encore des choses à dire. Robert Kennedy savait que cet homme était une mine d'or. Il lui a donc suggéré d'écrire ses mémoires afin de coucher sur le papier tout ce qu'il savait sur la mafia. Pendant 13 mois, Valachi écrit laborieusement plus de 300 000 mots sur des blocs-notes depuis sa cellule. Il a été témoin de toute l'histoire de la mafia moderne, depuis son avènement jusqu'à son déclin. Il décrit avec détail ses 30 années de service en tant que tueur à gages. Mais étant donné son faible niveau d'éducation, il est loin de produire un chef-d'œuvre. C'était impossible à publier, voire même illisible. Robert Kennedy fait alors appel à un biographe. Le ministère de la Justice a requis les services de Peter Maas, un journaliste, pour rédiger la biographie de Joe Valachi. Les autorités fédérales espèrent que la publication de ce livre poussera d'autres affranchis à se repentir. Afin de se montrer reconnaissant envers le précieux informateur, le ministère songe à le transférer à nouveau pour qu'il puisse purger sa peine de prison à vie au soleil. Robert Kennedy a eu des idées quelque peu farfelues, comme demander à la femme de Valachi de le rejoindre et les envoyer sur une île déserte où ils passeraient le restant de leur vie. Mais ce n'était pas possible. Il s'agissait d'un détenu coupable de meurtre et condamné à perpétuité. Malgré l'intervention du biographe, la publication du livre n'est pourtant pas encore garantie. Le journal italo-américain Il Progresso, qui s'est procuré le manuscrit, est outré par les confessions écrites du repenti. Il publie une critique virulente de la biographie, disant qu'elle associe injustement un grand nombre de noms italiens à ses témoignages et les salit. Cette déclaration fait boule de neige. Toute la communauté italo-américaine s'insurge contre l'ouvrage. L'objectif est atteint. La Maison-Blanche intervient pour stopper la publication. Du jour au lendemain, tout change pour Joe Valachi. Les autorités lui signifient qu'il n'est plus le bienvenu dans sa prison tout confort et qu'il doit retourner dans le système carcéral fédéral. Il est détenu dans une petite cellule du Michigan à l'isolement où il devra passer le restant de ses jours. Joe Valachi est anéanti. Le matin du 11 avril 1966, il arrache le câble d'alimentation de sa radio et se rend dans les douches.
La tuyauterie ne supporte pas le poids du repenti. Il est retrouvé inconscient par un gardien quelques minutes après son geste désespéré. Le ministère de la Justice réalise que leur témoin vedette mérite un meilleur traitement. Ils l'ont transféré de cette prison sinistre du nord des États-Unis vers ce qu'ils estimaient être le meilleur endroit possible, le pénitencier de la Tuna, près de la frontière mexicaine au Texas. Là, ils lui ont donné une cellule, avec cuisine, bien plus confortable que celle qu'il avait avant, pour lui permettre de finir ses jours dans de meilleures conditions. Depuis, quand un détenu obtient un traitement de faveur pour avoir témoigné, on dit qu'il a droit à la suite Valachi. En 1968, 5 ans après avoir révélé les secrets de la mafia au monde entier, Joe Valachi peut enfin lire le livre basé sur sa vie. Son titre, The Valachi Paper. Il est devenu un best-seller. Joe Valachi n'en touchera pas un centime. Le livre est adapté pour le cinéma en 1972. C'est Charles Bronson qui incarne le rôle du repenti. Le vrai Valachi s'éteint en 1971 au pénitencier fédéral de la Tuna d'une crise cardiaque. Vito Genovese, son ancien parrain, est mort 2 ans plus tôt. Personne n'a pu réclamer la prime de $100 000 pour la mort de Joe Valachi.